Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle je vais parler, j'ai envie de dire une fois n'est pas coutume, d'actualité parce que j'évite de parler d'actualité, ça se périme très vite en bourse, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. En fait, c'est pas vraiment l'actualité, c'est plutôt l'actualité des marchés, essayer de voir un peu où on en est, comment ont varié les marchés jusqu'ici et comment ils pourraient potentiellement varier dans le futur. Et pour ça, j'ai utilisé une source qui est vraiment incroyable, que j'utilise régulièrement, qui est de la documentation de JP Morgan, qu'ils appellent le Guide to the Markets. Alors il y a deux versions, il y a une version américaine, et puis je crois qu'il y a une version plus internationale. Alors moi j'utilise la version américaine, et puis d'une manière générale, quand je regarde les chiffres, je regarde principalement les chiffres américains, parce que de toute manière, tout est drivé par les États-Unis, on le sait, et on a souvent de faux signaux si on analyse les chiffres européens. Par exemple, si on a un début de reprise en Europe, mais que les États-Unis tombent dans une récession grave, ben vous pouvez être certain que à la fois l'économie européenne et les marchés européens vont plus être impactés par ce qui se passe aux États-Unis que par ce qui se passe en Europe. Alors on va essayer d'affiner notre vision au fil du temps, mais on va commencer par une vision large en regardant tout simplement la performance du S&P 500. Alors nous sommes à 25% de baisse depuis les plus hauts du début de l'année, avec un ratio cours sur bénéfice. Là je parle de ratio cours sur bénéfice estimé, le PER, le Forward PE, donc un PER futur, qui est passé de 21 à 15. Alors, si on s'arrête à cette vision simpliste, donc baisse du marché de 25% et forte baisse du PER, on peut penser qu'on commence à arriver sur une zone d'achat. Mais on va avancer un petit peu plus en regardant de près la valorisation du marché. La valorisation, c'est notamment combien est valorisé $1 de profit. Et comme je le disais, le PER estimé, le ratio cours sur bénéfice, est passé de 21 à 15. Mais si on regarde le PER historique, à 15, on n'est pas sur un niveau historiquement bas. On s'en rapproche, on est en dessous de la moyenne sur 25 ans qui est à 16,8, mais un PER historiquement bas, comme en 2008 ou en 2011, ce serait en dessous de 12. Donc si on raisonne uniquement avec ce PER, on peut dire qu'on commence à rentrer dans une zone basse, mais que le marché peut encore perdre 20% si le PER passe de 15 à 12. Alors ce que j'ai dit n'est pas faux, mais il faut faire très attention quand on veut timer le marché ou quand on veut essayer de deviner si le marché peut encore baisser ou monter à l'aide du PER. Donc ça c'est vrai typiquement quand on veut essayer de trouver un point bas comme ce qu'essayent de faire la plupart des investisseurs en ce moment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut acheter quand le marché a un PER faible, par exemple à 13, mais que ce PER peut remonter à 20 sans que l'on gagne de l'argent. Parce que c'est un ratio, rappelez-vous, cours sur bénéfice. Donc le PER peut remonter grâce à une hausse des cours, mais il peut aussi remonter grâce à une baisse, ou plutôt à cause d'une baisse des profits. Donc quand on étudie les variations du marché, il faut regarder d'où viennent ces variations. Et c'est ici que JP Morgan commence à nous donner des chiffres super intéressants, parce qu'on voit que les prévisions de bénéfices des analystes sont toujours très bonnes globalement pour 2023-2024. Et quand on décortique la baisse de 25% de l'indice boursier, on voit que la baisse, en fait, c'est la somme de moins 30% qui est due à la baisse des multiples, qui est due à la baisse du PER, et plus 5% qui est due au résultat. Alors je sens déjà certains d'entre vous qui disent « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est tout simplement que depuis le début de l'année, les bénéfices des sociétés du S&P 500 ont augmenté de 5%, mais ces bénéfices sont moins valorisés. Le PER qu'on leur applique a baissé de 30%. Alors ça ne veut pas dire que la baisse est injustifiée, il est normal que le PER augmente quand les taux baissent et que les PER baissent quand les taux montent. On valorise une entreprise en actualisant ses bénéfices futurs, c'est-à-dire en ramenant ses bénéfices futurs en dollars d'aujourd'hui. Et on utilise pour ça un taux d'actualisation. Et quand on passe un taux d'actualisation tout simplement de 7% à 8%, ça a un gros impact sur la valorisation. Et c'est ce qui se passe en ce moment, les taux d'intérêt montent, donc on va monter les taux d'actualisation. Je l'ai fait rapidement avec Apple, et à 7%, je trouve une valeur intrinsèque de $133, alors qu'à 8%, je trouve $109, c'est-à-dire une baisse de 18%, juste parce que j'ai rajouté un point au taux d'actualisation que j'utilise. Et ça, c'est sans compter le fait que les perspectives de croissance sont moins bonnes qu'en début d'année, et donc on va utiliser des PER plus élevés quand on anticipe une grosse croissance, et plus faibles quand on pense que la croissance va être freinée. Alors, si je devais faire un petit point à ce niveau-là de l'émission, au niveau donc du point bas, est-ce que c'est vraiment le moment de faire les soldes ? J'ai envie de dire, on est sur des niveaux qui sont plutôt corrects
pour acheter, pour commencer à rentrer sur le marché, ça c'est vrai, mais on n'est pas non plus sur des soldes extrêmes, c'est pas le Black Friday avec des rabais vraiment énormes, tout simplement parce qu'il y a une partie du rabais, une partie de la baisse qui est justifiée donc notamment par la hausse des taux d'intérêt et donc la hausse du taux d'actualisation. Mais ce n'est pas justifié par la baisse des résultats des entreprises. Ça, c'est important de le comprendre. C'est la manière dont sont valorisés ces résultats qui a diminué, mais pas les résultats eux-mêmes. Les résultats anticipés des entreprises américaines est toujours très bon. Et c'est pour ça que je vais particulièrement surveiller les prochaines annonces de résultats. Ce sera pour moi le juge de paix au niveau de la valorisation. Ce sera une fois passés ces résultats qu'on verra à quel point le marché est correctement valorisé ou sous-valorisé. Donc on a parlé des variations du marché, on a séparé la partie qui est due à la croissance des bénéfices et celle qui est due à la baisse des multiples des résultats. Maintenant, on va continuer notre zoom en décortiquant cette croissance des bénéfices. La croissance du bénéfice par action, je dis bien par action, elle peut être due à principalement 3 facteurs. D'abord, la croissance du chiffre d'affaires, c'est normal. Quand on parle de croissance, en général, on parle de croissance du chiffre d'affaires. Ensuite, ça peut être dû à la croissance des marges, c'est-à-dire même à chiffre d'affaires constant, si vous baissez beaucoup, vous pouvez avoir un meilleur bénéfice. Et puis, ça peut être dû à une diminution du nombre de titres, typiquement lorsqu'une entreprise fait des rachats d'actions. Pour simplifier, si vous voulez, on peut dire que la croissance du chiffre d'affaires, c'est le gâteau qui s'agrandit. Les marges, c'est le prix du gâteau moins les coûts nécessaires pour le fabriquer. Et puis le nombre d'actions, c'est le nombre de parts du gâteau qu'on va découper. Donc les rachats d'actions ont eu, eux, un petit effet positif de 0,8% en 2022. La croissance du chiffre d'affaires a eu un impact positif de 9%, mais les marges ont eu un effet négatif de 9%. Alors pourquoi? Parce que ça peut paraître un petit peu bizarre. En fait, c'est très classique en période d'inflation, parce que les entreprises montent leurs prix, donc le chiffre d'affaires augmente, mais les coûts augmentent aussi, donc les salaires, les matières premières, les coûts de transport, etc. Ce qui est plus surprenant ici, c'est que ça s'annule exactement en fait. Et comme je le répète souvent, c'est toujours mieux d'avoir des entreprises qui ont du pricing power, qui peuvent imposer leur prix, mais en période d'inflation, c'est vraiment indispensable. Parce que là, on parle de moyenne, mais ce qu'on va essayer de trouver, c'est des entreprises qui arrivent à augmenter leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire à faire passer l'inflation dans leur prix, mais qui ont assez de poids envers leurs fournisseurs ou tout simplement qui ont des coûts suffisamment faibles pour limiter leur hausse, donc qui arrivent au minimum à maintenir leur marge. Et ça, quand je vous disais que j'allais regarder attentivement les résultats, les prochains résultats publiés, ça va être la première chose que je vais regarder lors des prochaines annonces de résultats, ce sont les marges. Alors elles se sont réduites, on l'a vu, pour les entreprises du S&P 500 depuis le début de l'année, mais on est encore à des niveaux qui sont très élevés. On est aujourd'hui avec une moyenne de 11% de marge, alors qu'historiquement, on a plutôt des marges de 8-9%. Donc jusqu'ici, pour essayer de voir si les marchés sont en solde, on a vu tout simplement la baisse de 25%. Ça ne suffit pas pour dire que c'est un point bas. On a vu ensuite la valorisation. On voit que la valorisation ne montre pas un point particulièrement bas. On rentre dans des zones basses, mais on n'est pas sur un point bas qui permet de dire avec certitude qu'on peut acheter. Un autre moyen de faire, et on le voit passer régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est de regarder les marchés baissiers précédents. Et j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui disait la moyenne d'un marché baissier, c'est 18 mois, donc on a encore 8 mois à patienter. Mais je crois qu'il n'a pas bien compris la notion de moyenne. Mais c'est quand même intéressant de regarder les précédents marchés baissiers parce que, alors c'est pas pour trouver le point bas, ça c'est impossible, mais ça peut nous rappeler qu'un marché peut baisser pendant longtemps. Parce que les derniers marchés baissiers qu'on a eus, ils ont été très rapides. On a eu 17 mois en 2008 et qui était une baisse extrêmement violente de 50% des cours. On a eu 1 mois pendant le Covid qui était vraiment une crise très rapide. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2000, par exemple, le marché a baissé de 50%, mais en 30 mois. Donc pas vraiment d'informations à tirer des marchés baissiers historiques. Un point quand même qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de regarder quand est-ce qu'il y a eu le point d'inflexion, quand s'est produit la fin de ces marchés baissiers par rapport à la récession. Et on voit que, alors pour ça c'est pour ceux qui ont l'image, ce point d'inflexion a souvent lieu au milieu de la récession. Et en prenant ce point-là, on serait amené à penser en fait que le point bas est encore devant nous parce que si récession il y a, on n'est probablement pas au milieu de cette récession. Et le problème de ce genre de timing, vous le savez, c'est que les récessions sont annoncées en retard. C'est qu'au moment où on mesure, on se rend compte qu'on était dans un trimestre de récession. C'est pas du tout quelque chose qui nous permet, c'est pas quelque chose qui nous permet de deviner le futur. Donc ce point d'inflexion, c'est quelque chose qui nous donne une idée, qui nous fait penser que peut-être le point bas serait devant nous, mais pour moi c'est pas hyper utile.
Le meilleur outil pour moi pour essayer de trouver un point bas, mission impossible, je le répète, mais mission impossible, le meilleur outil, c'est le niveau de confiance. C'est le niveau de confiance des consommateurs, c'est le niveau de confiance des investisseurs, etc. Et c'est toujours un indice qui est contrariant, c'est-à-dire au moment où les consommateurs sont le plus déprimés, au moment où les investisseurs sont le plus déprimés, c'est souvent là qu'on est en train de toucher un point bas. Et ces indicateurs-là ont touché des niveaux historiquement bas, qui nous font penser, contrairement à ce qu'on a vu sur la valorisation, contrairement à ce qu'on a vu sur les moyennes des marchés baissiers, donc ces deux indicateurs nous laissaient penser que le point bas était pour dans encore quelques mois, alors qu'ici, on voit que le niveau de confiance nous fait dire qu'on n'est peut-être pas loin finalement d'un point bas. Donc on a eu, en termes d'indicateurs, ceux qui nous disent que c'est pour 20% plus bas et dans 6 mois, et on en a d'autres qui nous disent que c'est maintenant le point bas. Moi je trouve que les indicateurs globalement de confiance sont beaucoup plus fiables en termes de timing. Les indicateurs de valo ou bien de point d'inflexion historique ne sont pas valables pour moi en termes de timing. Il y a trop de variations dans le futur. Alors ici, je parle beaucoup de timing. Quand est-ce que sera le point bas? Est-ce qu'il est derrière nous? Est-ce qu'il est devant nous? Est-ce qu'il est 20% plus bas? Est-ce qu'il est dans 6 mois? Honnêtement, le timing, et c'est pour ça que j'en parle rarement dans mes vidéos, j'en ai rien à faire. Et j'en ai rien à faire pour une raison simple, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est que je ne pense pas pouvoir le prédire. Et j'en ai rien à faire pour une autre raison, c'est que je suis quasiment totalement investi, mais en fait ce que je fais c'est que je continue, comme beaucoup d'entre vous, et c'est très bien, de continuer à investir tous les mois. Donc j'épargne tous les mois, je continue à investir tous les mois, et dans ces périodes-là, en fonction de votre personnalité, on a tendance à faire deux choses. Pour ceux qui sont impatients, on a tendance à se dire c'est le point bas, donc je vais accélérer mes investissements, je mets 300 € par mois, je vais mettre je vais me saigner pour mettre 1000 €, et il y en a d'autres qui au contraire ont peur et qui se disent j'arrête, pendant cette période de crise, j'arrête de mettre ces 300 € par mois. Et les études montrent que quand on investit comme ça sur le long terme en DCA, donc en mettant comme ça des montants chaque mois, il ne faut pas s'arrêter, et surtout il ne faut pas s'arrêter en période de crise, parce qu'on n'essaye pas bien sûr de choper le point bas, mais au moins on peut lisser, on peut étaler, et on aura forcément, on va prendre comme ça une moyenne de tout le marché baissier, ce qui est très bon pour notre performance future. Donc c'est pour ça que moi le timing c'est pas quelque chose qui me stresse, qui m'embête, puisque de toute manière, même si j'arrive à deviner le point bas, je vais rien faire de particulier. C'est pas pour ça que je vais accélérer mon épargne ou bien que je vais la ralentir. On va quand même dézoomer un petit peu des États-Unis pour regarder comment se comportent les États-Unis par rapport au reste du monde. Et les États-Unis paraissent toujours chers par rapport au reste du monde. On a ce fameux PER de 15, on l'a vu aux États-Unis, et il est de 10,8 pour le reste du monde. Alors, 2 points. Déjà, les États-Unis ont un PER historique qui est plus élevé que l'Europe et encore plus que l'Asie. Donc, ce n'est pas un indice qui sont forcément sous-évalués. Mais c'est vrai que historiquement, les États-Unis et le reste du monde sont plus proches que ça. Mais pour autant, à nouveau, comme je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, je ne change pas mon allocation géographique qui reste toujours la même, c'est-à-dire environ 60% États-Unis, 30% Europe et puis 10% Asie ou marché émergent. Alors c'est bien sûr pas un conseil, c'est ma manière d'investir depuis toujours. Donc on est, vous le savez, dans un marché un peu particulier, un peu secoué, il y a des faux rebonds, etc. Donc je pense et j'espère qu'on n'est pas loin des niveaux bas, ou en tout cas si c'est pas maintenant, ça va être dans les mois futurs. Mais vous dites-moi en commentaire, à votre avis, où est-ce qu'on est? Est-ce que le point bas est derrière nous? Est-ce qu'il est devant nous? Est-ce qu'il est 10% plus bas, 20% plus bas? Est-ce qu'il est dans 6 mois, dans 1 an? Voilà, j'attends ça dans vos commentaires, je vais les lire avec impatience. En tout cas, merci beaucoup d'être arrivé au bout de cette émission. J'espère que j'ai été assez clair. Je sais qu'il y a des notions qui ne sont pas forcément évidentes quand on débute la bourse. Le PER, c'est une notion qui est facile comme ça quand on le prend à un moment donné, mais quand on essaie d'imaginer comment il bouge dans le passé, dans le futur, je sais que parfois ça peut en perturber certains. Voilà, en tout cas, comme je vous disais, merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.